Alors, pendant que tout le monde s'installe pour cette quatrième table ronde de la journée, pour ce colloque à l'échelle des transitions, je pose mes affaires. Il s'agit cette fois-ci donc de réconcilier, point d'exclamation, l'équité territoriale, accélérateur de la transition écologique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, aucun territoire ne dispose dans son propre périmètre de tout ce dont il a besoin, que ce soit évidemment pour ses approvisionnements en eau, en alimentation, en énergie. Et comme on traverse une ère de la rareté, et nous sommes obligés, ou les territoires, les métropoles sont obligés de revoir leurs relations de voisinage, bref, d'échanger davantage. Ce matin, la ministre Dominique Faure évoquait que les aliments qui se retrouvent dans les assiettes des Lillois avaient fait 500 km avant d'être dévorés. Donc c'est bien la preuve qu'il y a une interdépendance des territoires. Donc comment la transition écologique joue un rôle dans l'évolution des liens entre métropoles et territoires ruraux? Eh bien, c'est notre sujet cet après-midi. Et pour en débattre, je vous présente tous nos invités. On commence par vous, Éric Charme, bonjour. Vous êtes géographe et vous travaillez pour l'école de l'aménagement durable du territoire, c'est l'ENTPE bien sûr. Sandrine Cosra, bonjour. Vous êtes maire de Vologne, c'est une commune de 1700 habitants dans les Alpes de Haute-Provence, c'est à une dizaine de kilomètres au sud de Sisteron. Cécile Duflot, bonjour. Vous êtes directrice d'Oxfam France et vous étiez aussi ministre de l'égalité des territoires et du logement entre 2012 et 2014. Pia Ims, bonjour. Vous êtes présidente de l'EMS, l'Eurométropole de Strasbourg, qui regroupe 500 000 habitants. Et vous êtes aussi maire de Holzheim, 4 000 habitants. Là, on est à 10 km au sud de Strasbourg. Mathieu Klein, bonjour. Vous êtes président de la métropole du Grand Nancy, ça représente 250 000 habitants pour 20 communes, 270, les chiffres datent, tout augmente. Et vous êtes aussi maire de Nancy, ça représente à peu près 105 110 000 habitants, c'est ça. Et puis enfin, Monique Poulot, bonjour. Vous êtes géographe et vous êtes prof à l'université de Paris Nanterre. Alors, je vous disais, donc, la question de l'équité territoriale, c'est bien celle qui nous intéresse aujourd'hui, mais on va d'abord parler de l'interdépendance entre les territoires et les métropoles. Quelle forme, alors je m'adresse plus directement aux responsables, à ceux qui ont été choisis, ceux qui ont été élus, quelle forme prennent aujourd'hui ces interdépendances, ces relations? Est-ce que c'est autour de l'eau, de l'alimentation, de l'énergie? On commence par vous, Pia Ims. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu de quoi il s'agit concrètement? Oui, très, très volontiers pour vous parler de cela et que les métropoles ou la métropole que je préside n'est pas indépendante, par exemple, sur le plan de l'alimentation. On le sait bien. On en a pris conscience et pour la première fois dans notre PLU intercommunal, nous installons des zones d'activité agricole autant qu'il existe des zones d'activité économique. Il faudrait juste se rappeler que l'agriculture est un vecteur économique également, à part entière. Et si on pouvait avoir les fameux circuits courts et un peu plus de maraîchage à proximité de nos villages et de la ville-centre, ce serait une bonne chose. Donc c'est acté et c'est bien en cours et c'est un signe très, très concret. Plus largement, l'Eurométropole travaille au-delà de son périmètre, bien au-delà, puisqu'elle a signé des contrats de réciprocité avec Saint-Dié-les-Vosges d'une part et les Vosges du Nord d'autre part, pour valoriser loin de son périmètre finalement, le tourisme, la filière bois, et montrer qu'il y a une vraie réciprocité à pouvoir mettre en place sur le sujet de l'entraide entre des métropoles qui sont souvent perçues comme trop grosses, mais qui ne veulent certainement pas écraser ni les communes, ni tout ce qui fait la ruralité autour, mais faire en sorte que chacun s'y retrouve économiquement parlant. Sandrine Cosra, vous représentez une autre forme de commune, plus petite évidemment. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous l'interdépendance entre les territoires? Oui, donc bonjour. Moi, je représente plutôt la ruralité, dans un département des Alpes de Haute-Provence, qui, en fait, a le sentiment sur les sujets de l'alimentation, de l'eau, de l'énergie, d'être plutôt un territoire dont on attend beaucoup, un peu le château d'eau
de l'aire Aix-Marseille, le poumon vert aussi, hein, avec le territoire le plus forestier de cette zone-là. Avec la Durance. Et puis l'eau pour la Durance. Et puis maintenant, avec la loi d'accélération des ENR, on sent une attente très forte. On était déjà très un fournisseur à travers l'hydroélectricité du sujet énergétique. Et puis bon, maintenant avec le développement du photovoltaïque. Donc on sent une grosse attente. Ces contrats de réciprocité aujourd'hui n'existent pas pour ce qui nous concerne, en tout cas interdépartemental. Aujourd'hui, les réflexions se jouent plutôt à l'échelle des grosses communautés de communes, communautés d'agglos qui se sont constituées au sein du département, entre les villes, les bourgs-centres et les communes plus petites autour. Mais on sent qu'une nouvelle interconnexion vient s'imposer. Je le développerai peut-être un petit peu après. Hein. On va y venir, effectivement, voilà. parce que les choses changent. Alors, juste encore pour finir ce petit tour de photo, Mathieu Klein, vous êtes maire de Nancy, président de Nancy Métropole. Qu'est-ce que ça vous dit, vous, cette interdépendance entre territoires? De quoi s'agit-il pour vous? Alors, pour nous, elle est assez naturelle par la réalité finalement de l'histoire et de la géographie. Le département de Meurthe-et-Moselle est un département qui est une construction historique qui est très récente, puisque c'est l'annexion de l'Alsace et de la Moselle à l'occasion du traité de Francfort qui a remodelé le périmètre de la Meurthe-et-Moselle. Et donc ce sont des bassins de vie très différents. Le nord gravite à Luxembourg, le centre gravite autour de Metz et le sud gravite autour de Nancy. Et Nancy, la métropole de Nancy, ce ne sont que 20 communes. C'est une métropole très dense, entièrement urbaine et périurbaine, qui n'a ni couronne industrielle, ni territoires ruraux au cœur de l'intercommunalité. Donc nous sommes de toute façon tenus depuis toujours de coopérer étroitement avec nos voisins, que ce soit par les contrats de réciprocité que Pia a évoqués et qui existent aussi sur les enjeux liés aux mobilités, par exemple, un syndicat mixte des transports suburbains qui permet de gérer sous forme de syndicats mixtes ce que devraient être des transports urbains d'une seule intercommunalité dans un autre territoire, une autre histoire. Et puis aujourd'hui, la question, vous les avez citées, la question de l'énergie, ça a été rappelé. Grosso modo, si on prend l'échelle du sud de la Meurthe-et-Moselle, donc 13 EPCI, le Grand Nancy consomme un tiers des énergies renouvelables produites sur le territoire. Il n'en produit que 8%. Donc il y a ce besoin de réciprocité qui se pose. C'est un territoire globalement qui consomme très peu ce qu'il produit. Moins d'1% de ce que nous avons dans nos assiettes à l'échelle du sud de la Meurthe-et-Moselle provient d'une production locale. Donc le renforcement aujourd'hui de l'agriculture périurbaine, des circuits de proximité pour la restauration hors domicile, le travail sur un marché d'intérêt local, ce qu'on appelle le Rungis local, en lien entre les chambres d'agriculture, les territoires, les intercommunalités rurales et la métropole. Voilà quelques exemples de sujets qui soulignent tout simplement l'interdépendance naturelle qui existe entre nos territoires. Donc, alors ça, c'est pour la photo, mais enfin, il se trouve quand même que depuis quelques années, les relations entre, disons, les métropoles et les territoires ont évolué. Éric Charme, est-ce que vous diriez par exemple que depuis 2021, la période de la pandémie, ou même la promulgation de la loi climat et résilience, le discours sur la relation entre le monde rural et les métropoles a changé, et à l'avantage de qui, selon vous? Le discours a changé, oui, c'est très clair. On a eu une période, je dirais, de politique favorable aux métropoles, avec cette idée un peu caricaturale, hein, mais qui est souvent reprise dans les débats, de se dire on va arroser là où ça pousse, et donc c'est dans les métropoles qu'on produit des richesses sur le plan économique, et donc on va appuyer cette production de richesses dans les métropoles, et puis elles vont redistribuer vers les autres territoires réduits à une économie présentielle ou résidentielle, notamment le cas des couronnes rurales, hein, périurbaines autour des métropoles.
Et puis, eh bien, ces discours-là sont quand même, alors, ont culminé avec la loi MAPTAM, qui dit clairement ce qu'elle vise, quand même la loi d'affirmation des métropoles en 2014. Et je pense que depuis cette loi, et notamment avec le mouvement des Gilets jaunes, qui a marqué une rupture, mais qui était déjà présente dans les politiques publiques avec le lancement du plan Action Cœur de Ville, qui est quasi concomitant au mouvement des Gilets jaunes, il y a une prise de conscience du fait qu'on est sans doute allé trop loin dans des politiques favorables aux grandes concentrations sur des cœurs de métropole. Et donc on assiste aujourd'hui en fait à un retour de balancier. Alors, lors du précédent colloque POPSU organisé à l'Assemblée nationale, on commençait à le sentir, on se disait il y a vraiment quelque chose qui change, et je crois qu'aujourd'hui c'est vraiment confirmé. Il y avait Olivier Bouba-Olga qui était là ce matin. Et en 2018, quand il publie son article aujourd'hui qui est très connu, tout le monde a entendu parler de la CAM, qui est un acronyme avec lequel il moque cette politique compétitivité, attractivité, métropolisation, excellence, mais à l'époque il avait bien du mal à se faire entendre. Et aujourd'hui, on le dit partout, enfin il est cité partout à juste titre. Donc on voit bien quand même une évolution très forte. Et autre élément marquant de cette évolution, c'est aussi le discours du côté de l'écologie politique, qui revient beaucoup vers les années 70 aujourd'hui. Autant il y a encore 10 ans, le discours c'était la densité, c'est ce qu'il y a de plus vertueux. La concentration urbaine, c'est là où les gens font du vélo, marche à pied, etc. Et puis, les grandes villes vont sauver la planète. C'est le C40, dont Anne Hidalgo est une actrice éminente. Et aujourd'hui, quand même, dans le monde de l'écologie politique, on a un discours nettement plus critique à l'égard des métropoles. Et on pense plus, même si ça reste encore très marginal comme mouvement, mais chez les étudiants, chez les jeunes, comme on dit, on sent quand même s'affirmer l'idée que c'est plutôt en ayant un mode de vie paysan qu'on pourra arriver à passer sous les d'automne. Alors, je ne porte pas de jugement en disant ça, je constate effectivement une évolution quand même très forte du regard, et du coup ça crée quand même une évolution, je dirais, des relations entre les métropoles et leur territoire environnant, et notamment les campagnes. Par exemple, la ministre a parlé de dépendance alimentaire, et donc voilà, auparavant c'était les territoires environnants qui étaient dépendants des richesses produites par les métropoles, maintenant c'est les métropoles qui deviennent dépendantes de leur couronne périurbaine. Le gros problème, c'est que dans cette relation, malgré tout, ces liens, ils sont gérés politiquement par des institutions, les intercommunalités, qui sont très inégales. Ça reste quand même les métropoles qui ont le pouvoir. C'est-à-dire intercommunalité très inégale. On a construit pour de très bonnes raisons des intercommunalités différentes selon les territoires. Et pour les territoires ruraux, on s'est dit, on va adapter. Enfin, c'est la communauté de communes. Mais quand vous êtes élu, je dirais, d'une communauté qui compte quelques dizaines de milliers d'habitants, vous n'avez pas les mêmes moyens ni le même poids politique que quand vous représentez 1 million d'habitants, forcément. Donc, certes, on dit qu'il faut coopérer, on va faire des projets ensemble, mais l'ingénierie, par exemple, elle est maîtrisée par les métropoles. Et quand on maîtrise l'ingénierie, dans les coopérations, on a un peu le fin mot de l'histoire. Donc, tout l'enjeu, c'est de rééquilibrer ces relations. Et je pense que c'est aujourd'hui le cœur du débat politique. Et ce n'est pas seulement une question de moyens, c'est aussi une question de représentation politique. Je pense que ça, c'est un aspect important. Cécile Duflot, est-ce que vous diriez, parce que finalement, ça revient à une forme de description d'une certaines inégalités. Est-ce que vous diriez que finalement cela s'explique aussi par la distance entre les territoires et les métropoles? Autrement dit, plus les territoires sont éloignés de la métropole, plus il y a une relation quand même plutôt inégale. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, la question des inégalités territoriales, elle est centrale, mais elle croise totalement celle des inégalités sociales. Et le mouvement qu'on a connu est un mouvement de rapprochement des inégalités régionales qui sont devenues de plus en plus faibles, avec une augmentation symétrique ou inversée des inégalités infrarégionales, y compris dans un territoire métropolitain, ou même dans un territoire urbain, je pense à la ville de Marseille, qui est sans doute la plus caricaturale, on peut avoir des inégalités très puissantes. Donc l'inégalité, j'allais dire communément admise, métropole, territoires ruraux, elle est beaucoup plus raffinée que toutes ces questions. Mais ce que je voulais dire à cet instant, c'est que ce qui nous semble, et c'est sur quoi nous travaillons aujourd'hui à Oxfam, on sortira un rapport dans le courant du mois de juin, c'est qu'il nous semble que toutes ces représentations, ces réflexions, et c'est aussi pour ça qu'il y a des débats et sans doute qu'il y a vos travaux, vont être très fortement percutés par les conséquences du changement climatique. Et qu'on parle un petit peu
plus, et notamment dans le cadre de l'élaboration du PNAC, de la question de l'adaptation. Mais le point aveugle du terme adaptation, c'est qu'on pense qu'on va pouvoir s'adapter. Et ça va adapter, ça veut dire qu'on va un peu changer, mais on va s'adapter. Alors qu'en fait, il va y avoir des territoires qui vont être énormément fragilisés par les conséquences du changement climatique. Et donc, cette relation métropole-périphérie, en fait, c'est pas du tout la même si on est dans les territoires du Sud-Est, si on est dans le centre de la France, et même au niveau national. Et donc, peut-être qu'il va même falloir réinventer une solidarité face à ces inégalités effectives à une échelle beaucoup plus large que de cette espèce de duo permanent métropole-territoires ruraux. Et je voudrais revenir sur ce qu'a dit Éric Charme. Il y a effectivement dans le discours une inversion, mais il y a toujours eu un contrepoint à l'idée rayonnement, de l'idée diffusion. Alors le contrepoint existe davantage dans le discours aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est que, puisqu'on est ici au sein de l'Assemblée nationale, il va falloir faire avec une réalité d'un pays qui est très urbanisé, métropolisé de fait, et donc on ne pourra pas imaginer une solution par un exode urbain qui d'ailleurs, dont on avait annoncé que le Covid allait en être les prémices et qui n'a pas été une réalité. Donc je pense qu'il faut être en capacité de penser l'ensemble de ces enjeux avec le territoire tel qu'il existe, y compris autour de la question des transports. Et parce que l'enjeu numéro un, et je le dis parce que beaucoup ne le savent pas, on roule plus à vélo en territoire rural que dans les territoires urbains. Mais on a une représentation du cycliste urbain avec son vélo cargo, etc., qui n'est pas du tout la réalité. En revanche, on pense beaucoup moins des politiques vélo dans la ruralité que des politiques vélo dans les métropoles, qui en auraient pourtant bien plus besoin. Donc je crois vraiment qu'il faut essayer de se représenter le monde vers lequel nous allons et de penser ces enjeux pas dans un monde statique, mais dans un monde qui va être percuté fortement par les conséquences du dérèglement climatique. Et à cet instant, je ne sais pas si vous le verrez de loin, mais je vais vous montrer deux cartes qu'on a mis en regard. Donc c'est un petit avant du rapport. Sur la carte que j'ai dans ma main droite, c'est les conséquences, les impacts prévus du changement climatique, et dans l'autre carte, c'est le taux de pauvreté. D'accord. Et on voit bien qu'il y a un certain nombre de territoires où, de fait, étonnamment, les choses se croisent. C'est-à-dire que ce sont les territoires déjà qui accueillent les populations les plus vulnérables qui vont être les plus vulnérables face au changement climatique. Et que donc, ça va aussi devoir réinventer une forme de solidarité qui va dépasser les interconnexions métropoles, territoires ruraux de proximité. C'est ça, les inégalités spatiales. Ouais, enfin là, c'est le cumul. Vous évoquez les transports. Mathieu Klein, dans votre ville de Nancy, vous allez appliquer la ZFE, M certes, mais ZFE. Finalement, l'application de cette mesure résulte d'une discussion entre la métropole et les territoires avenants. Ça va être en 2025. Bien sûr. Bon, ça résulte d'une volonté politique d'abord, qui se construit dans le temps et qui ne se construit effectivement pas intramuros. C'est pour ça que je voudrais, si vous le permettez, d'abord nuancer un tout petit peu ce que vous avez dit sur les métropoles. Parce que d'abord, la loi MAPTAM, objectivement, elle est un fait symbolique plus qu'un fait de renforcement de la métropolisation. Parce que la transformation de communautés urbaines à métropole par la loi MAPTAM passait par le transfert de quelques petites compétences départementales qui n'ont absolument pas bouleversé l'équilibre général et l'économie générale des moyens ou des compétences des ex-communautés urbaines devenues métropoles. Il y a plus un fait symbolique qui n'ôte rien à la réalité territoriale. Et l'interdépendance, moi je ne deviens pas plus dépendant que je ne fais dépendre des gens de mon territoire, il y a une interdépendance naturelle, et dans la ZFE, cela se voit de façon tout à fait emblématique, puisque construire une ZFE, c'est construire d'abord des objectifs en matière de santé publique, de réduction des polluants qui fragilisent la santé notamment des plus pauvres, qui n'ont pas les moyens aujourd'hui de basculer par un claquement de doigts dans la consommation propre, éthique et responsable, y compris le transport de cette nature. Et ça se fait avec les territoires voisins, parce que la plupart de ceux qui sont concernés ne vivent pas dans la métropole. Ils vivent à l'extérieur et ils viennent y travailler, y étudier, y consommer, ou que sais-je. Et donc c'est entre la métropole qui remplit
son objectif et les territoires voisins qui doivent du coup aussi se positionner, que dans le Grand Est, nous les accompagnons, y compris dans les outils finalement pour accélérer le passage du thermique aux véhicules moins polluants, pour faire en sorte que personne ne se retrouve lésé, avec aussi des calendriers de mise en œuvre, parce que je crois que ça c'est aussi très important, avoir des calendriers de mise en œuvre. Nous, le passage c'est 25 pour les pros, 28 pour les particuliers, qui permet à chacun, à chacune et à chacun finalement de prendre le temps de s'adapter. Mais je rejoins complètement Cécile Duflot sur le lien, alors là pour le coup essentiel, entre les enjeux de transition énergétique, écologique et de lutte contre la pauvreté, que ce soit sur les transports, les mobilités, l'alimentation, l'énergie, le logement, évidemment. Ce sont à chaque fois des illustrations criantes du lien très intime entre ces deux enjeux. Juste pour rester encore une seconde sur la relation entre métropole et territoire, est-ce que peut-être Monique Poulot et Pia Ims, alors d'un point de vue complètement différent, est-ce que finalement les métropoles ont encore des postures conquérantes, reposant sur la figure finalement de grands élus condescendants parfois? J'ai ce matin même animé un comité de suivi ZFE avec les territoires voisins extérieurs à la métropole, pour leur montrer aussi des alternatives qui s'appellent maintenant Réseau Express métropolitain, Car Express, et une batterie d'outils de mobilité décarbonée alternative à la voiture. Mais néanmoins, les aides de l'État existent, et les aides portées à la métropole n'existent pas en dehors de notre périmètre. Et donc c'est un sujet de difficulté, mais on se doit de réussir l'acceptabilité sociale de cette politique, puisque l'objectif final est celle de la qualité de l'air et donc de la santé. Pour répondre à vos questions, il y a deux choses sur lesquelles je peux témoigner de manière très concrète sur l'Eurométropole. Il se trouve que je suis également présidente du SCOT, et à ce titre-là, on fait de l'aménagement du territoire. À ce titre-là, on partage des outils de mobilité, nos plans d'urbanisme et des projections de ce que doit être le SCOT demain avec l'économie du foncier, avec le ZAN qui s'impose. Et donc finalement, on est dans un dialogue souvent très constructif, avec du partage d'expériences et d'ailleurs aussi des outils qui vont au-delà de notre propre périmètre. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, il se trouve que j'ai bien créé une vice-présidence sur l'équité territoriale. Et c'est la première fois que cette vice-présidence agit. Et elle agit avec des véritables contrats de partenariat, ce que la métropole apporte à chacune de ces 33 communes, rurales ou très urbaines. C'est un engagement précis sur le mandat, sur l'habitat, sur les mobilités, évidemment des thématiques aussi énergétiques et autres. Donc ça crée à la fois de la transparence et un engagement sur la proximité que la métropole veut avoir avec chacune de ses communes ressortissantes. C'est aussi ça, c'est montrer qu'elle est au service d'eux. Le fait métropolitain s'est imposé, il n'en demeure pas moins qu'on doit être à l'écoute et savoir apporter des services déjà en interne à nos 33 communes et donc plus largement aussi au-delà de notre périmètre. Mais vous faites figure d'exception parce que vous êtes maire d'Olsem, 4000 habitants, et vous êtes à la tête de l'Eurométropole de Strasbourg, 500 000 habitants. C'est un modèle assez rare quand même en France. D'ailleurs, je pourrais commenter, comment se fait par... enfin, vous pouvez en dire un mot, mais Monique Poulot a sans doute quelque chose à dire là-dessus. Juste d'abord. Oui, c'est une gouvernance tout à fait particulière et qui montre... Spécialité alsacienne. Qui montre le souhait, partagé aussi donc avec la ville de Strasbourg, que la métropole, ce n'est pas que la ville-centre et qu'on veut porter une attention aux plus petits. 2/3 des communes ont moins de 6 000 habitants, la ville-centre, elle en a 320 000. Et donc, porter cette thématique de l'équité territoriale avec des conférences des maires tous les mois qui se tiennent dans nos communes respectives, etc., c'est très enrichissant et on se sent plus partie prenante de cette métropole. Vraiment beaucoup plus acteur à l'intérieur. Monique Poulot, vous êtes spécialiste du monde rural, donc on peut aussi se demander comment, du point de vue du monde rural, on voit ces métropoles. Bon, alors c'est vrai que l'exemple donné ici est très intéressant, mais ça reste, à mon sens, en effet, quand même une exception. Et si l'on ne peut peut-être plus parler de figure arrogante, pour reprendre le mot de tout à l'heure, il n'empêche que les grands noms de maires
qui viennent, ce sont souvent les noms des grandes villes. On ne retrouve rarement, en effet, un élu d'une petite ville ou d'une petite commune à la tête d'une métropole. Donc, on est certes dans un changement de discours, et ça, je reprends en ce sens les propos d'Éric Charme et de nous tous, mais un changement de discours qui ne modifie pas forcément la répartition, je dirais, des pouvoirs. Je dirais aussi que ce changement de discours, il confirme quelque chose qui est latent depuis un certain temps. Le rural est vraiment construit comme une ressource. Depuis 20 ans, on pourrait vraiment dire cela, toutes les constructions que l'on a autour du rural sont que le rural est une ressource et devient notamment une ressource pour les métropoles en particulier, une ressource nécessaire. On a peut-être longtemps été pas dans ce vocabulaire de la ressource, il y avait des idées de partage, mais aujourd'hui on est sur cette idée de ressource, et je pense que le terme est très fort, et ça me fait penser à ce que disait ce matin Madame la Ministre, on est bel et bien sur de la ressource alimentaire, de la ressource énergétique ou bien encore de la ressource en eau. Donc ce vocabulaire de la ressource me paraît essentiel pour comprendre les relations et poser la question d'interdépendance, en fait. C'est plus compliqué. Justement, Sandrine Costra, vous êtes certes à la tête d'une commune de 1700 habitants, mais vous représentez aussi une forme de ruralité dynamique, à la tête de certaines ressources aussi. On parlait de l'eau. Comment vous voyez la problématique de ce point de vue-là? Sachant que, oui, l'eau, vous pouvez... Alors, je parlais effectivement de terre vivrière, hein. Donc je disais poumon vert, château d'eau, grenier, et donc à la fois donc ressources, mais aussi avec ces vulnérabilités, et avec des vulnérabilités qui vont effectivement croissant. Nous, en plus, on est sur un territoire, là, dans le dernier rapport de la Cour des comptes qui reprenait les éléments du GIEC, en fait, on va être sur le territoire où ça va chauffer le plus vite, en fait. Donc, et d'ores et déjà, on a un certain nombre de manifestations. Donc, d'un côté, on est en charge de ces espaces, donc protéger la forêt contre le feu, protéger contre la sécheresse et donc régénérer les forêts, les cours d'eau qui débordent parce que des intempéries plus fortes, au niveau des ressources vivrières, bon, des choix qui n'ont pas forcément toujours été peut-être pertinents, où on va plus sur la plante à parfum que la ressource vivrière. Donc à voir avec le temps, mais on sent qu'avec des tensions aussi dessus. Donc là, on voit qu'on est en charge effectivement de ressources. Dans le développement des circuits courts, très important de pouvoir les mettre à disposition dans les territoires proches. Et toutefois, sur les moyens dont on dispose justement pour les entretenir, aujourd'hui, on sent qu'il y a quand même une fragilité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la dotation globale de fonctionnement pour un habitant rural, c'est moitié moins que pour c'est 64 € par habitant, moitié moins que pour un habitant dont on considère métropolitain, enfin urbain, dont on considère qu'il a effectivement des charges de centralité à tenir. Mais là, nous, on sent qu'on a aussi des charges de ruralité à tenir, et que si on veut que nos ressources fonctionnent bien, il va quand même falloir qu'on s'en occupe avec des moyens, donc les problématiques d'endiguement, la problématique de la GEMAPI. Il y a une problématique, en fait, quand on a défini la façon dont on allait chercher les sous. C'est-à-dire que nous, on gère des kilomètres d'endiguement, et on a défini que la taxe GEMAPI, ça serait au maximum 40 € par habitant. GEMAPI, il faut rappeler que c'est la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations. Donc, un territoire comme le nôtre, même quand il va chercher au maximum
la taxe auprès de ses habitants à 40 €, il ne peut pas faire grand-chose parce que ça ne représente pas des sommes importantes, alors qu'il a un linéaire très important de gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations à gérer. Donc on voit que là, vous voyez, sur la question, donc il n'y a peut-être pas d'arrogance directement urbain-rural, mais par contre, dans les faits, dans ce qui concrètement aujourd'hui régit les capacités d'agir, on voit bien que, en tout cas financièrement, on n'a pas encore pris à la mesure des charges de ruralité. Et alors un petit peu, c'est vrai que on peut apprécier la nouvelle, le rééquilibrage avec la dotation biodiversité et valorisation des aménités rurales. Néanmoins, ça reste quand même extrêmement, des toutes petites sommes. Je suis allée un petit peu voir. Bon, c'est un premier pas. On sent un rééquilibrage, mais il me semble qu'il va falloir qu'on continue de rééquilibrer pour nous permettre de travailler beaucoup plus de façon partenariale, rural-urbain, et puis assurer effectivement de bien gérer ces grands espaces. Pierre Ims, vous souhaitez réagir? Oui, juste réagir sur GEMAPI. Typiquement, c'est une compétence en ce qui nous concerne qui est à l'Eurométropole de Strasbourg, qui apporte aux communes sans contribution financière supplémentaire ce que les communes ne pourraient plus faire aujourd'hui, ni poser des digues, ni en amont avoir les ingénieurs, les experts que nous avons dans nos services qui vérifient les risques d'inondabilité de ces communes. Donc, en fait, l'intercommunalité, elle rend des services qu'aujourd'hui les maires n'ont plus dans leur disposition, ni financière, ni en termes d'expertise. C'est aussi comme ça qu'il faut le voir. C'est quelque chose qu'on entend depuis ce matin, le manque d'ingénierie au sein du monde rural. Vous voulez réagir, Cécile Duflot? Oui, je pense que c'est un sujet assez intéressant sur le processus avec lequel on a décentralisé notamment toutes les compétences urbanisme. C'est l'accord de la loi de 82 où ça devenait une compétence totalement communale, avec dans la loi l'idée que les préfectures, enfin les services de l'État pouvaient garder ces compétences de manière résiduelle. À défaut de résiduelles, elles sont restées, les permis de construire notamment, instruits par les services de l'État à hauteur de 30% encore il y a 10 ans. Donc c'est vrai qu'on a... Alors ce qui était particulier, c'est qu'à l'époque où cette compétence était assurée pour le compte des communes par l'État, ils pouvaient s'appuyer sur une ingénierie qui était une ingénierie nationale avec parfois des antennes régionales. Et là, on est passé dans un système où en fait, si on est dans l'ère d'une grande métropole qui a su se doter de compétences assez et de ressources importantes, on peut en disposer, mais si on est dans des intercommunalités rurales qui ont, on va dire, les compétences de base d'instruction des permis, mais pas du tout des compétences de réponse sur des enjeux de cette nature, on a un certain nombre de communes qui vont être en situation délicate. Et dans le cadre de l'élaboration du plan d'adaptation au changement climatique, du plan national, il y a un vrai enjeu, parce qu'on a écouté avec attention le discours du ministre de l'écologie, où il dit en fait il y a des enjeux qui sont à prendre au niveau européen, et ensuite il y aura des enjeux communaux. Mais non, les enjeux par exemple de savoir modéliser les décrochements rocheux en montagne, ça ne va pas être une intercommunalité de zones de montagne qui va être capable de pouvoir en disposer. Il y a un certain nombre d'ingénieries qui, à mon avis, devraient rester de niveau national, voire peut-être pour certaines mutualisées au niveau international. Par exemple, sur les questions alpines, ça touchera autant l'Italie, la Suisse que la France. Et ça, je pense qu'on n'a pas du tout encore réfléchi au fait qu'on allait avoir besoin de mobiliser des compétences différentes, des ingénieries techniques différentes, et que la manière dont on a réparti les compétences et les financements va rendre aujourd'hui délicate cette mobilisation de compétences spécifiques. Donc je crois qu'il faut aussi penser l'organisation et le fonctionnement interne d'un certain nombre de collectivités au regard de ces enjeux nouveaux. Et de la même manière qu'on ne pourra pas dire que, alors certains, j'ai parlé de montagne, mais c'est évidemment les littoraux qui sont les plus menacés, et notamment une grande partie de la côte atlantique. Il y a en plus un sous-jacent complexe qui est que ce sont des communes qui, pour certaines, se sont beaucoup développées récemment, ont beaucoup bénéficié des recettes issues du tourisme, avec une autre partie de l'intercommunalité qui sont des communes plus rurales,
moins exposés aux risques côtiers et qui disent non mais attendez, ils ont profité de la situation et maintenant que c'est compliqué, qu'il va falloir déplacer des équipements, qu'est-ce qu'on va faire? Je le dis sur les chiffres quand même, il faut savoir par exemple que 100% des écoles maternelles de Gironde, de Seine-Saint-Denis, de Paris et des Bouches-du-Rhône, 100% sont exposés d'ici 2030 à des vagues de chaleur à 35 degrés. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est une compétence, là aussi, les écoles maternelles communales. Est-ce que les communes vont devoir assumer toutes seules? Est-ce qu'il y a une mutualisation de l'exposition de façon collective? Je pense de toute façon que la question des équilibres et de la répartition et de la mutualisation des fonds vont devoir être posées. Je termine par un point totalement d'actualité. On l'a vu au travers du rôle des départements. L'effondrement des DMTO a eu un impact très direct sur les départements. Les DMTO? Les droits de mutation à titre onéreux. En gros, si vous vendez moins et si les maisons se vendent moins cher, vous avez moins d'argent et du coup, vous avez en même temps, paradoxalement, plus de besoins, souvent parce que c'est que la situation se dégrade. Donc ce modèle-là, c'était un modèle qui pouvait sembler à peu près équilibré, mais on voit bien dans la durée qu'il n'est pas très juste, parce que plus l'immobilier est cher, plus les collectivités bénéficient de fonds, et parfois, vu que l'immobilier est cher, ce n'est pas forcément des territoires sur lesquels se concentrent les populations les plus précaires. Donc, je crois qu'on est au bord d'une réinterrogation assez majeure de la manière dont au-delà du débat fiscal plus général, mais dont on mutualise une partie des ressources collectives pour l'ensemble des territoires en fonction des enjeux auxquels ils vont devoir faire face. Et ça, on voit bien que chacun se prend un peu une porte, chacun l'un après l'autre, que tout le monde bricole un petit peu, mais les impacts du dérèglement climatique vont profondément réinterroger ces questions de solidarité territoriale. Vous avez évoqué les questions d'inégalité sociale, ça nous fait penser aussi à ceux qui nous parlaient de France périphérique il y a quelques années. C'était un terme qu'on a beaucoup entendu. On a envie de savoir finalement qu'est-ce qui est devenu cette expression. Et justement, je vous propose d'écouter Anouk Chenet, qui est la doctorante de la NTPE cet après-midi, qui va nous en dire un peu plus justement sur cette équité territoriale et qui va revenir sur ce concept de France périphérique dont on a tant parlé il y a quelques années. Anouk Chenet, c'est à vous. Bonjour à toutes et à tous et merci de me donner la parole aujourd'hui. Donc c'est l'occasion pour moi de vous parler de mon travail de thèse qui est maintenant en cours depuis 1 an et demi. La notion de France périphérique, donc, qui vient d'être évoquée à l'instant et qui a d'ailleurs été évoquée ce matin aussi, aura peut-être fait réagir certains d'entre vous et certaines. Cette notion correspond au territoire qui se situe en dehors des zones d'influence des plus grandes villes françaises. Elle a été proposée dans le débat public par Christophe Guilluy, qui considère que l'action publique et l'attention médiatique se focalisent sur la pauvreté des banlieues et que cela pénalise les territoires périurbains périphériques. À travers cela et les concepts qu'il mobilise, il crée une opposition et une mise en concurrence entre les banlieues populaires et ce qu'il appelle la France périphérique. Il est possible que vous ayez déjà entendu ce terme, normalement oui. En effet, il est utilisé par de nombreuses personnalités politiques, notamment lorsqu'elles sont en campagne, pour décrire des territoires dont il faut convaincre l'électorat. On a pu voir par exemple François Ruffin plaider en 2022 pour une prise en compte par la gauche de la France périphérique, celle des gilets jaunes et des ronds-points, et contre un abandon de ces territoires au RN. Il critiquait en cela la focalisation de la gauche sur l'électorat des grandes villes. À l'extrême opposé de l'échiquier politique, Éric Zemmour, en 2022, également tentait de convaincre cette France, cette fois-ci en l'opposant à celle des banlieues qu'il considère islamisée et gorgée d'allocations et de privilèges de toutes sortes, un argumentaire qui lui sert à valider des thèses racistes. On pourrait citer d'autres exemples. Le succès académique de la France périphérique n'a pas été le même, puisque la notion a été très critiquée, que ce soit pour le raisonnement dualiste, trop simplificateur, qui ne fonctionne pas pour décrire les sociétés complexes, pour le manque de précaution et d'objectivité qui sert à alimenter des arguments tronqués ou erronés, ou encore comme cadre conceptuel qui sert à une théorie à la fois sociale, raciale et ethnicisée, qui crée de la concurrence au lieu de créer de l'union entre les territoires en difficulté. Guilluy s'inspire en fait du travail de Dominique Laurin, qui n'a pas reçu un accueil académique si défavorable. Il s'agit d'un politiste qui a publié en 2006 un article sur une comparaison entre Verdun et Villiers-sur-Marne, de laquelle il conclut que vivre dans une zone urbaine sensible de banlieue parisienne n'est pas plus un critère d'exclusion sociale que d'être dans une zone rurale en perte de vitesse.
De son côté, il n'établissait pas d'opposition entre ces territoires, mais les rapprochait plutôt à travers les difficultés qu'ils connaissent. Dans ce contexte, ce qui n'a pas encore été fait, c'est d'aller voir ce que les habitants et habitantes de ces territoires en pensent, et c'est ce qui m'intéresse. Je produis à mon tour une comparaison entre deux quartiers populaires, dont on a parlé d'ailleurs dans la table ronde précédente. L'un est à Vaux-en-Velin, une commune de la banlieue de Lyon, et l'autre à La Tour-du-Pin, une petite commune qui se situe à une soixantaine de kilomètres au sud-est de Lyon, à la bordure extérieure de son aire urbaine. Et mon approche est mixte. Dans un premier temps, j'ai effectué une comparaison quantitative qui montre que les deux quartiers rencontrent des difficultés et sont victimes d'inégalités au regard de la situation régionale. Beaucoup sont communes, comme par exemple la faible densité de services de santé et notamment de médecins spécialistes. Actuellement, ce qui m'intéresse, c'est la perception des inégalités par les habitants et habitantes de ces territoires. En effet, une inégalité n'est pas toujours vécue comme une injustice. Par exemple, le ramassage des déchets se fait à une fréquence plus importante en ville qu'à la campagne, sans pour autant que cela soit vu comme une injustice par les personnes qui habitent à la campagne. Par le biais cette fois-ci d'une analyse qualitative, c'est-à-dire à partir d'entretiens, je m'intéresse aux sentiments d'injustice et à leur spécificité territoriale. A-t-on les mêmes expériences des inégalités à Vaux-en-Velin qu'à la Tour-du-Pin ? Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à venir discuter avec moi. Il est maintenant temps que j'adresse ma question aux membres de cette table ronde. À l'heure des transitions, les objectifs écologiques tels que la fin des énergies fossiles, le maintien de la biodiversité ou encore la réduction des déchets concernent tous les territoires. À cela s'ajoutent des enjeux de justice sociale. Pour avancer vers ces objectifs communs, il semble qu'un modèle de compétition entre les territoires ne soit pas approprié. Comment faire en sorte d'intégrer tous les territoires dans un modèle de coopération pour répondre aux enjeux de transition ? Merci beaucoup, Anouk Chenel. Merci de nous avoir éclairés sur cette notion essentielle. Justice sociale, inégalité sociale. Où est-ce qu'elles se logent, les inégalités sociales, aujourd'hui, à l'heure de cette transition écologique ? Cécile Duflot, vous me regardez. Je sens que vous avez un point de vue là-dessus. Elles se logent partout, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elles sont renforcées. C'est ce que j'essaie de vous montrer avec la carte, et c'est probablement mais encore plus validé. Précisément. Elles sont renforcées par... Oxfam publie un rapport bientôt. Voilà, elles sont renforcées par l'aggravation du changement climatique. Alors ça a été dit en creux au travers de la question de la ZFE, mais de tout, c'est pas du tout la même chose de pouvoir avoir une latitude dans ses choix de consommation divers et variés, même si ça a été dit dans la table ronde précédente, aujourd'hui les plus précaires sont très largement en dessous des objectifs en matière d'émissions de gaz à effet de serre, mais de façon contrainte. Et donc pas de façon positive. La question est celle d'un changement global, et aussi, et je pense que là aussi il y a une question vraiment fondamentale, c'est qu'auparavant, et on a beaucoup travaillé sur ces inégalités, notamment les inégalités de patrimoine, quand vous étiez très très riche, vous possédiez davantage que d'autres. Et bon, on pouvait trouver ça juste ou injuste, mais c'était un constat. Le risque de ces inégalités sociales, ou plus exactement la caractéristique des inégalités sociales passées au prisme du changement climatique, c'est que désormais, être riche, voire très très riche, c'est s'autoriser à polluer, émettre davantage de CO2, beaucoup plus que les autres. Et donc, s'ajoute, alors ça vaut au niveau individuel, au sein d'un pays, mais ça vaut évidemment de manière extrêmement importante, même si ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, entre les pays du Nord et les pays du Sud. Et le débat, notamment par Mia Mottley, la première ministre des Barbades, et de l'initiative Bridgerton, pose le débat sur la notion de justice. Pas seulement une question de solidarité, mais une question de justice. Vous êtes responsable des émissions, nous en vivons les conséquences, vous avez l'obligation de réparer. Et je pense que nous sommes au bord d'avoir des débats exactement de même nature dans nos territoires. Et je le disais sur les conséquences sur les côtes, mais de façon générale, aujourd'hui, plus vous êtes pauvre, plus vous êtes exposé aux conséquences du changement climatique. Je donne un exemple. Dans un immeuble parisien, si vous habitez au premier étage ou deuxième étage, dans les habitations et les immeubles traditionnellement bourgeois, vous êtes moins exposé à la chaleur que si vous habitez au dernier étage sous les toits en zinc. Donc, on pourrait multiplier les exemples. Les données, et c'est le travail que nous sommes en train de documenter, montrent que ces conséquences sont notables. Je vais aller plus loin. Une des conséquences du changement climatique, ce sont les événements climatiques extrêmes
et les décès. La France est le pays aujourd'hui qui connaît le plus de déplacés climatiques et de décès liés au changement climatique. Et ceux qui meurent le plus dans les événements climatiques extrêmes, ce sont les plus pauvres. Et parmi les plus pauvres, les femmes. Ce qui s'est passé par exemple en Louisiane a montré que c'était les femmes les plus pauvres et parmi elles les femmes noires qui ont été le plus victimes des inondations catastrophiques. Pourquoi ? Parce qu'elles ont en charge les plus vulnérables, parce qu'elles ont moins accès à l'information, et que donc si on n'a pas dans l'approche qu'on a face aux enjeux à la fois de solidarité et d'équité territoriale, mais aussi face aux enjeux des conséquences du changement climatique, ce prisme d'analyse qui est celui des inégalités sociales, on passe à côté d'une grande partie du sujet, et je pense donc on peut, et c'est notre point de vue, le faire de manière proactive et de manière juste, mais si on ne le fait pas, on s'expose aussi à un risque, ça a été évoqué sur la question des gilets jaunes, de sentiment, qui sera d'ailleurs basé sur une réalité, d'injustice qui est profond et qui, est, dans un pays qui a pour passion l'égalité, qui l'a même au fronton de ses mairies, nous semble être un des risques de déstabilisation sociale assez massifs dans les années qui viennent. Mathieu Klein, je sens que vous avez envie de réagir. Monique Poulot, peut-être... Bon, Mathieu Klein d'abord. D'abord, la question de la justice sociale et de la solidarité, on l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, je ne vais pas reprendre les exemples que Cécile vient de donner, ils sont parlants, ils existent partout. Toutes les politiques d'amélioration, d'accélération de la transition écologique et énergétique vont permettre à des femmes et à des hommes qui en sont éloignés d'y accéder. Et c'est bien comme cela qu'elles doivent être conçues. 2 exemples concrets. Une personne dans un quartier aisée ou de classe moyenne d'un centre-ville, mais qui vit dans une passoire thermique parce que l'immeuble n'a pas été rénové depuis très longtemps, est-elle plus ou moins en danger qu'un habitant d'un grand quartier populaire qui a bénéficié d'une rénovation urbaine ambitieuse et dont les logements sociaux ont été justement retravaillés pour être vertueux sur le plan de la consommation d'énergie. Il y a donc bien là une question de granularité qui ne peut pas être observée seulement par les grandes masses. Les politiques publiques d'aujourd'hui, elles doivent se tourner vers cette péréquation partout. Elles ne peuvent pas être uniquement péréquatrices, j'allais dire gros bloc par gros bloc, parce que beaucoup de femmes et d'hommes vont échapper sinon au bénéfice de cette péréquation. Et ce qui me faisait réagir, c'est que, je le mets en lien avec le débat que nous avons eu tout à l'heure sur métropole versus ruralité, la fonction, Pia le disait, la fonction péréquatrice de la métropole peut faire beaucoup dès lors qu'il y a une volonté politique de ne pas occuper tous les espaces auxquels numériquement ou financièrement la métropole pourrait prétendre, et quand elle fait un syndicat mixte pour les énergies renouvelables ou quand elle fait une agence de développement économique, elle n'occupe pas tout l'espace qu'elle devrait pouvoir occuper parce qu'elle, financièrement, elle choisit de faire de la péréquation. Mais si l'État ne joue pas lui-même un rôle péréquateur, le territoire ne peut pas faire de l'autopéréquation seul. Et ça, c'est aujourd'hui absolument fondamental. Si nous voulons réussir une transition énergétique dans la justice sociale, les ZFE sont un bon exemple de cela, mais ce n'est pas limité à la question des transports. Il faut une intervention beaucoup plus forte de l'État, et pas une intervention interventionniste, pas une intervention qui vise à recréer finalement des instances ou du contrôle. Il faut une vraie décentralisation qui est encore inachevée dans notre pays, parce qu'on confond souvent en France décentralisation et déconcentration. Chaque fois que l'État, grand seigneur, dit « je vais vous transférer des compétences », il s'empresse, dans la seconde qui suit, de créer le service déconcentré de l'État qui va bien pas très loin de la compétence décentralisée pour vérifier qu'on ne fait pas n'importe quoi. Cette tendance lourde, elle existe encore aujourd'hui. Or, quand on parle de relations de confiance entre l'État et les territoires, eh bien, je crois que nous essayons, à la mesure de nos moyens, dans nos territoires, de montrer que cette logique de coopération, elle est beaucoup plus vertueuse et beaucoup plus efficace. Ce n'est pas simplement une question de posture politique, elle est plus efficace qu'une logique d'absence de confiance et donc de contrôle tatillon. Il y a cet équilibre nouveau à trouver, mais c'est à ce prix-là qu'on réussira, je crois, le double enjeu de transition écologique et justice sociale. Cette logique de méfiance descendante ou de contrôle descendant que vous décrivez, est-ce que c'est propre à la France, selon vous,
Monique Poulot, ou pas, de point de vue du géographe? Parce que c'est un modèle un peu unique. C'est le centralisme français? C'est sans doute pas un modèle unique, mais c'est vrai que la centralisation tellement ancienne de la France pèse énormément. Bon, moi, j'ai un peu travaillé sur les politiques publiques et sur les liens justement rural-urbain, par exemple, en Allemagne. Bon, on est dans un pays fédéral, c'est vrai, et on voit que les choses sont malgré tout très très différentes, avec une volonté de faire surgir des projets de territoire, le mot a été d'ailleurs employé aussi ce matin, mais des projets de territoire au plus près des territoires, avant d'avoir ce contrôle de l'État. Et je pense vraiment que ces aspects participatifs et de projets de territoire sont à réinterroger aujourd'hui dans ce que l'on appelait les contrats de solidarité. Un autre exemple serait que ces projets de territoire ne sont pas toujours des territoires administratifs. Et je trouve que nous avons une certaine tendance en France à un moment concevoir des projets de territoire qui ne sont pas administratifs, mais très rapidement les territoires deviennent administratifs et on les fige. Éric Charme, sur cette... moi, peut-être revenir sur cette question d'articulation entre justice, je dirais, économique, redistribution, et puis question environnementale, et revenir à ce propos sur le mouvement des Gilets jaunes, parce qu'au fond, comme on l'a souvent dit, c'est un mouvement qui a révélé les tensions entre les problèmes de fin de mois et les problèmes de fin du monde, selon une formule assez, qui visait assez juste et qui a été abondamment reprise. Et ce qu'on a aussi relevé à propos du mouvement des Gilets jaunes, comme ça a déjà été dit, c'est que c'est, je pense pour ça que c'est intéressant d'en parler dans cette table ronde, c'est que c'est un mouvement qui a, je dirais, pris son origine hors des grandes villes. Et donc qui est venu représenter d'une certaine manière des territoires non métropolitains, même si par la suite le mouvement a évolué et que les manifestations se sont déroulées à Paris notamment, et puis à Bordeaux et dans les grandes villes. Mais au départ, quand même, c'est un mouvement de petites villes, de campagnes, de couronnes périurbaines, etc. Et ça lui a d'ailleurs valu une attention internationale. Parce que c'est une vraie originalité et qui a attiré une attention, et beaucoup de chercheurs continuent à publier sur ce mouvement, à l'interpréter, à l'analyser et à le comprendre. Et il y a un point quand même qu'on oublie parfois dans ces discussions, c'est que certes le point de départ c'est la taxe carbone, l'augmentation des prix de l'essence, etc. Mais la revendication principale, celle qu'on a beaucoup vue sur les pancartes, c'est le RIC. Et derrière, ça veut dire quoi? C'est une question de représentation. Et je parle de ça parce que c'est une chose de subir des inégalités, de moins avoir d'argent, de ressources que d'autres, c'en est une autre de se sentir méprisé. Emmanuel Bélanger parlait avec une nostalgie évidente des banlieues rouges et du rôle que jouait le Parti communiste dans la représentation des ouvriers et puis dans l'accompagnement de leur lutte. C'est-à-dire, je suis dans une situation dominée, je suis exploité, voilà le vocabulaire du Parti communiste, mais quand même, voilà, il y a une fierté ouvrière et je suis avec les camarades, je lutte pour améliorer ma situation. Aujourd'hui, on est dans une situation beaucoup plus compliquée. Alors ça concerne les banlieues populaires, mais ça concerne aussi les territoires ruraux, les campagnes. Alors c'est vrai que je vais vite, mais évidemment que chaque territoire, chaque campagne est différente, qu'il y a des campagnes attractives, moins attractives, selon leur position, etc. Il y a plein de nuances à apporter que je ne vais pas pouvoir apporter, mais c'est un vrai enjeu. Et là-dessus, une grande question, c'est quelle est la représentation? Monique disait quels sont les grands élus en dehors de locaux, territoriaux, en dehors de ceux des grandes villes. Alors évidemment, je me tourne vers vous, il y en a plein des élus dans les campagnes, et on en a entendu là, et on en a entendu tout à l'heure, on entendait Fanny Lacroix par exemple, etc., qui est maire d'un tout petit village de quelques centaines d'habitants et qui arrive à faire des choses tout à fait étonnantes par leur importance et leur ampleur. Et vice-présidente de l'association des maires ruraux de France. Et puis par ailleurs, quand on voit le Sénat et sa capacité, par exemple sur le ZAN dont on a beaucoup parlé, à imposer la garantie rurale, quand on voit le poids de la FNSEA, c'est quand même assez difficile de dire que les territoires ruraux ne sont pas représentés et n'ont pas de voix pour les représenter, mais quand même, il y a un vrai vide aujourd'hui, c'est-à-dire que le conseiller général ne joue plus le rôle politique national qu'il jouait auparavant, et il n'est pas vraiment remplacé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une vraie question.
Et alors, est-ce qu'on doit redonner du rôle au département? Est-ce qu'on doit accompagner, consolider les intercommunalités dans les territoires peu denses? Mais on voit bien toutes les limites des intercos qu'on qualifie d'XXL. Il y a le travail de consolidation qu'on a fait pour les grandes villes avec les métropoles. Effectivement, la loi MAPTAM était de ce point de vue assez symbolique. Mais enfin, le nom, j'ai bien insisté sur le nom, justement, affirmation des métropoles. Mais de l'autre côté, il y a un travail inachevé. On a cette architecture métropole-région qui est un peu bancale. Alors justement, si on suit votre raisonnement, le Rhône, où on a supprimé justement un échelon, on a fait une fusion entre le département et la ville, est-ce que ça a été un moyen d'accélérer la coopération entre territoires ruraux et métropoles, selon vous? Ça a été un moyen de changer le fonctionnement de la métropole de Lyon, parce qu'avec ça vient aussi l'élection au suffrage universel direct, en l'occurrence du président, Bruno Bernard, qui est président de la métropole de Lyon. Et on voit bien que sur les politiques de transport, ou en l'occurrence les voies cyclables qui sont développées à Lyon, qu'on appelle les voies lyonnaises, et qui sont développées à une échelle proprement métropolitaine, on a un changement des espaces d'action et des espaces de débat politique. Après, sur la relation avec le département, je dirais que, comment dire, je ne pense pas que le département ne s'est pas encore saisi de sa position, et cela étant, au niveau de la métropole, il y a aujourd'hui une vraie volonté d'ouvrir la porte, mais comme beaucoup de métropoles d'ailleurs, d'ouvrir la porte aux territoires voisins, d'ouvrir la porte à des coopérations en tenant compte de tout ce dont on vient de dire. Le problème, encore une fois, c'est celui des interlocuteurs, des institutions, des scènes de discussion et d'échange. Pierre Ims. Oui, il faut que je réagisse à tout prix. Il ne faut pas confondre gouvernance et la portée des politiques publiques métropolitaines pour le territoire et au-delà. C'est-à-dire ? Je suis radicalement opposée à une intégration totale dans les métropoles, et je tiens à souligner la légitimité de chaque maire, fût-il d'une petite commune, dans un espace métropolitain notamment, puis départemental, puis région. J'y tiens. Et le contre-exemple le plus évident, c'est qu'à l'Eurométropole de Strasbourg, il y a 100 km de pistes cyclables intercommunales. Ça ne nous a pas empêché de faire. Et un demi-milliard d'euros investis pour toutes les mobilités, pour tous les outils, pour les 33 communes de la métropole et largement au-delà, puisqu'on travaille aussi avec la troisième couronne. Donc la gouvernance intégrée n'est pas nécessaire pour faire et pour avoir le souci de l'équité territoriale. Je reviens à des valeurs qu'une métropole peut vouloir porter ou non, celle de la proximité avec ses habitants, celle de cette attention aux plus petites communes, j'y tiens, et pour ce qui nous concerne aussi, et c'est extrêmement porteur, une métropole frontalière, mais ce n'est pas à l'ordre du jour forcément, mais là aussi on peut travailler sur des modèles innovants comme des sociétés d'économie mixte qui nous permettent aussi de travailler avec des territoires voisins, par exemple de récupération de chaleur fatale. Voilà des sujets. Je n'ai pas parlé des réseaux de chaleur qui sont aussi aujourd'hui imaginés bien au-delà de notre périmètre. Justement, si on continue un peu cette liste d'outils qui permettraient d'améliorer la coopération, et quelqu'un a évoqué le mépris tout à l'heure entre métropole et territoire, pour gommer ça, quels seraient les outils de demain pour cette coopération équité entre les territoires? Vous avez parlé de sociétés d'économie mixte, mais il y en a d'autres. Est-ce que vous avez d'autres exemples? Donnez des idées aux décideurs de la puissance publique qui nous écoutent. Vous ou d'autres, Mathieu Klein. Nous travaillons au niveau de 2 pôles métropolitains. Alors un pôle métropolitain infra-départemental, celui du sud de la Meurthe-et-Moselle, donc 13 EPCI, qui peut-être dans une autre histoire ou dans un autre territoire serait la métropole, mais en l'occurrence, ils sont 13 EPCI différents qui coopèrent donc sur des politiques de mobilité, politique de développement économique. Cet outil-là a permis de générer des outils d'ingénierie, et là aussi au service de l'ensemble, une agence de développement économique à l'échelle de ce périmètre dans laquelle la métropole et le conseil régional financent 80% du fonctionnement, mais les 13 EPCI ont accès équitablement au service de l'ingénierie économique. C'était un des soucis de départ.
Même système, mais dans le cadre d'une société d'économie mixte qui a été créée très récemment pour la production d'énergie renouvelable. Là encore, c'est la métropole qui apporte les fonds et l'actionnariat, mais qui partage la gouvernance politique avec les EPCI ruraux qui peuvent être moins actionnaires logiquement, mais qui par contre sont producteurs et bénéficiaires. Mais là encore, c'est une volonté politique de fonctionner de cette façon-là. Et puis, un pôle métropolitain supra, qui s'appelle Pôle métropolitain du Sillon-Lorrain, et qui regroupe les 4 grandes villes lorraines, Thionville, Metz, Nancy et Épinal, et leurs agglomérations métropoles respectives. Et ce pôle métropolitain-là, il coopère sur des enjeux supra, alors l'enseignement supérieur, l'université et les mobilités, notamment les mobilités transfrontalières, puisque nous sommes une région qui est voisine notamment de l'Allemagne, de la Belgique et du Luxembourg, et le Luxembourg ayant un rôle très important de polarité du territoire et notamment d'attracteur de main-d'œuvre lorraine. La question des mobilités entre la Lorraine et le Luxembourg est une question que nous avons décidé de gérer à l'échelle de ce pôle métropolitain. Mais dans les 2 cas, c'est bien la question de la coopération qui domine, parce que d'une part, c'est le seul moyen finalement de travailler efficacement ensemble sans entrer sous la coupe des uns des autres, de l'un ou de l'autre. Et je crois que c'est un modèle fécond. Il est plus complexe, il est plus long, il nécessite des débats, beaucoup de débats, de trouver des points d'accord, puisqu'il ne procède pas d'une autorité supérieure, mais il est à long terme beaucoup plus fécond et il permet à chacun d'être respecté de l'endroit où il vit et de ce qu'il produit et de ce qu'il consomme. Bien, peut-être est-ce le moment de donner la parole aux élus, aux députés qui vous ont écouté et qui ont sans doute quelque chose à dire justement sur cette équité territoriale. Alors Emmanuel Mandon, monsieur le député de la Loire, si vous êtes là pour répondre à... Alors peut-être commençons par le deuxième élu, si Emmanuel Mandon n'est pas là. Peut-être Jean-Claude Roux, député de la Loire-Atlantique. Merci, monsieur le député. Bienvenue. Et sans doute vos propos vous permettront à l'Assemblée et à nos invités de rebondir. Merci beaucoup pour la table ronde, pour vos propos aux uns et aux autres, et plus largement pour l'organisation de ce colloque. Je vais rebondir avec un clin d'œil sur son nom, puisque son nom à l'échelle des transitions, pour dire qu'il faut, selon moi, monter plus haut et plus vite à l'échelle, car à défaut d'avoir pu atténuer, il y a urgence pour adapter nos territoires, qu'ils soient urbains et ruraux. Alors, je vais me présenter brièvement. Vous l'avez dit, je suis député de Loire-Atlantique, la plus grande des 10 circonscriptions que compte le département, la moins dense, qui va de la Loire à la Vilaine, pour faire court, et qui est traversée par le canal de Nantes à Brest, avec 62 communes qui vont de 350 à 12 000 habitants pour la plus grande. Et puis un point commun qui est la ruralité, ou je dirais plutôt les ruralités, puisque nous avons à la fois plusieurs bassins de vie et des territoires particuliers. Alors c'est un paysage qui a beaucoup changé ces dernières années, notamment du fait de l'urbanisation. Si je prends l'exemple de la commune dont j'étais maire avant de devenir député, elle a pris 50% d'habitants en plus en 25 ans, même si elle n'était ni dans la première ni dans la deuxième couronne. Et puis aussi du fait de la production d'énergie, sont apparus des parcs éoliens un petit peu partout sur cette partie très rurale du nord de la Loire-Atlantique. Aujourd'hui, les méthaniseurs, et puis demain, l'agrivoltaïsme, avec toutes les questions que cela commence à poser aux élus locaux et aussi aux habitants. Et puis pour remettre cette circonscription dans le département de Loire-Atlantique, je vous ai dit que c'était au nord et à l'est. Donc la Loire-Atlantique, vous avez 7 immenses métropoles, Nantes, Saint-Nazaire au milieu, et puis le reste, d'une certaine manière, puisque évidemment la métropole prend beaucoup de place. Alors je vais énoncer quelques évidences, je m'en excuse, mais parfois il y a un certain nombre de grandes formules qui peinent à embrasser la réalité. Donc d'abord rappeler, et encore une fois excusez-moi pour enfoncer cette porte ouverte, que vivre
en ville et vivre à la campagne, ce n'est pas tout à fait la même chose. Vivre en ruralité, c'est souvent une distance aux services et au commerce qui crée une dépendance à la voiture quand les alternatives en transport collectif sont peu présentes, même si, je rejoins Cécile Duflot, on y fait beaucoup de vélo. Des perspectives d'emploi qui sont moins nombreuses et parfois une spécialisation territoriale qui réduit le champ des possibles. Et puis pour le positif, une nature environnante qui offre un cadre agréable, qui a été envié pendant le confinement, et souvent aussi un vrai vivre ensemble avec des dynamiques associatives marquées. Vivre en ville et vivre à la campagne, c'est aussi avoir les mêmes problématiques. L'accès aux soins par la désertification médicale, qui n'est pas une spécificité rurale, puisque je crois que la région parisienne est le premier désert médical de France. La santé environnementale, avec la pollution qui peut être automobile en ville, et puis d'autres produits, par exemple phytosanitaires en milieu rural. Et puis le logement, en ville, avec les prix des loyers dans les centres urbains, ou l'augmentation du prix du foncier dans les territoires ruraux où l'habitat est plus souvent fondé sur l'accès à la propriété. Donc oui, il y a des différences. Il faut les prendre en compte pour répondre aux enjeux publics et ne pas calquer des réponses toutes faites partout uniformément, évidemment. Mais il y a du commun, il y a des échanges et même il y a forcément des interdépendances, tout le monde le sait. Je voudrais revenir sur un mot qu'on a entendu dans la table ronde, qu'on met encore à toutes les sauces, qu'on entend très souvent, c'est celui d'attractivité. Parce que pour moi, dans son prolongement, il continue de sous-entendre croissance, développement et puis compétition. Et je me demande parfois à quel prix pour les transitions. Mon département de la Loire-Atlantique peut sans aucun doute être qualifié d'attractif, puisqu'il y a une croissance démographique de 1,2% par an. Tous les ans, ce sont 17 000 nouveaux habitants qui s'installent dans ce département. C'est plus que la plus grande ville que compte ma circonscription, plus d'habitants chaque année. Donc cette augmentation considérable de population implique forcément le besoin de plus de ressources, de services et d'infrastructures. Donc on peut aussi se poser la question de quel territoire profite au sein des départements de cette attractivité, parce qu'il demeure aussi en parallèle des fermetures de services publics, de classes et une aggravation de la désertification médicale. Donc si attractivité il doit y avoir, elle doit permettre une réparation des territoires ou une meilleure répartition pour les territoires structurellement sous-dotés. En tout cas, la solidarité territoriale est inévitable parce que les territoires sont interdépendants. On peut prendre l'alimentation, puisque nous discutons en ce moment à quelques pas d'ici de la loi d'orientation agricole. Nous savons que les villes sont dépendantes des campagnes pour se nourrir. Et puis encore une évidence, l'environnement ne tient pas compte de nos frontières administratives ou politiques. L'eau ou l'air ne s'arrêtent pas au périmètre d'une commune, d'un département, voire même d'une région. Ce qui est fait à un endroit a toujours des répercussions à un autre. C'est aussi donc dans ce cadre qu'il faut soutenir et accompagner la valorisation des réservoirs à biodiversité en ruralité parce qu'ils participent au bien commun et c'est ce qui a fait notamment avec la reconnaissance des aménités rurales. L'interdépendance dans la vie quotidienne questionne l'organisation territoriale de notre pays. Nous avons des territoires administratifs, des territoires politiques sur lesquels nous menons une action publique. Même si aucun découpage territorial ne sera jamais parfait, parfois les barrières administratives et ou une coopération insuffisante peuvent freiner l'ambition ou le rythme des transitions. Donc dans une société idéale, il faudrait confier la compétence à l'échelon le plus pertinent pour l'exercer au mieux et laisser la liberté de coopérer avec d'autres échelons, qu'ils soient de même niveau, inférieurs ou supérieurs. On peut même penser à des coopérations parfois entre des territoires qui ne se touchent pas. Donc en tout cas, la clé d'une coopération renouvelée entre l'urbain et le rural est la solidarité territoriale, pas dans un rapport condescendant ni descendant, mais dans l'esprit d'un intérêt partagé, pas juste décrétant la solidarité territoriale, mais en la construisant par des actes.
Donc à l'image des contrats de réciprocité qui commencent à essaimer, nous en avons un exemple entre Nantes Métropole et le Pays de Ré sur la mobilité, l'alimentation, le tourisme et l'économie. Tout à l'heure, vous parliez de la filière bois et également du tourisme. Il faut les encourager, je pense, au prisme des transitions, parce que si on veut réconcilier les villes et les campagnes, cela commence par sortir d'une vision misérabiliste ou appauvrie du rural et se dire que les défis qui nous attendent demain lieront nos destins, que ce soit le changement climatique, la raréfaction de la ressource en eau, le recul du trait de côte qui nous concerne aussi en Loire-Atlantique. Et tous ces défis nous obligent d'ores et déjà à être objectifs, solidaires, déterminés. Donc pour conclure, je vous dirais qu'en ville ou à la campagne, nous avons un destin commun et des défis partagés, donc pas d'autre choix que des transitions à mener en coopération, et cela, comme vous le disiez aussi tout à l'heure, sans dissocier transition écologique et justice sociale. Merci, monsieur le député. Merci, Jean-Claude Rau, député de Loire-Atlantique. La parole est maintenant à Emmanuel Mandon. Vous êtes là, vous êtes député de la Loire. Bienvenue. Bonjour, monsieur le député. Vous pouvez venir au pupitre et nous livrer votre pensée sur justement cette problématique d'équité territoriale. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Merci de cet accueil. Je dois dire que je suis extrêmement heureux de participer à cette journée. Je trouve que le thème est particulièrement bien choisi parce que nous sommes à une époque où on cherche souvent à se singulariser, à essayer de marquer sa différence, alors que finalement, tout doit nous ramener à l'efficacité de la démarche. Parce que moi, je trouve qu'on est dans une période où on ne peut pas se permettre de perdre son énergie dans des querelles un petit peu subalternes. Et je crois qu'il faut aller à l'essentiel. Et dans cette affaire, et dans ces mouvements d'aménagement et de construction des territoires, je sais bien que nous sommes dans un État unitaire, mais dans un pays où chacun a envie quand même, dans son environnement proche, on puisse développer, améliorer, se donner, j'allais dire, de belles perspectives. Et dans mon expérience d'élu territorial, puisque moi je suis élu de Loire-Sud, le département de la Loire, dans le bassin de Saint-Étienne, à proximité de Lyon, dans ce massif central, sur cette bordure est du massif central qui a ses contraintes, donc un territoire qui a été parfois très touché par une forme de déprise, la crise industrielle, les crises industrielles, nous les avons connues, et je voudrais parler donc notamment du territoire qui va de Saint-Étienne à Lyon et au Rhône, et où on a pu mesurer toutes les difficultés de ce qu'on peut vivre, éprouver en province, face à des centralités, la centralité lyonnaise et bien sûr Paris. Et pourtant, nous ne sommes pas des ruraux dans un territoire comme celui-ci, même si nous sommes tous des ruraux descendus à la ville, hein, c'est la révolution industrielle. Nous avons su relever la tête et dire oui, mais nous avons bien sûr des spécificités, mais on veut adhérer au mouvement général qui est celui, évidemment, d'une artificialisation. Et qu'on le veuille ou non, c'était le choix qui a été fait au cours des dernières années, même si aujourd'hui on doit corriger le tir parce qu'on en voit bien les limites, malheureusement. Et heureusement, moi je suis, de ce point de vue-là, très, très soucieux d'écologie et de développement. Mais par contre, ce que je voudrais dire, c'est que cet aménagement du territoire, il avait été pensé au niveau national. On n'a jamais pu le décliner de manière efficace sur des territoires extrêmement contraints, avec une géographie qui s'y prêtait peut-être difficilement. Et l'opposition ville-campagne, on l'a ressenti dans les discours. Mais dans la réalité, moi je vis avec des urbains d'une ville, par exemple la ville de Saint-Chamond, 35 000 habitants,
mais elle est composée beaucoup de ruraux, et qui viennent d'Anatolie, puisque nous sommes une terre d'immigration. Et ces collaborations entre territoires, moi c'est à ça que je pense, c'est de dire il faut y arriver. Et le travail de en métropolisation, je trouve, nous a fait prendre conscience parfois qu'effectivement on avait besoin les uns des autres, beaucoup plus que dans une opposition de territoire à territoire. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est parce que je me suis beaucoup impliqué dans les parcs naturels régionaux, nous on a eu la chance très tôt de créer un parc. Et le parc, on l'a bâti sur un massif, mais nos villes s'y sont associées, avec par exemple 17 villes-portes. Et donc on n'a surtout pas opposé notre projet de développement. On n'a pas dit il y a un projet de développement urbain qui vient absolument télescoper le projet des ruraux. Absolument pas. Ou à l'inverse, bien sûr, il y avait cette tentation parfois pour la ruralité de dire non, on ne veut pas être mêlé à ces gens qui ont des problèmes avec l'immigration, l'insécurité, une déprise industrielle, etc. Alors je vous livre tout ça un petit peu en vrac parce que tout ça n'a pas été toujours réfléchi. Mais la notion de projet territorial a été pour moi au cœur de la démarche des élus qui ont réussi à porter à la fois un projet métropolitain tardif, c'est le projet de Saint-Étienne Métropole, une confrontation et une rivalité avec le projet métropolitain lyonnais et un projet de territoire de parc avec des juxtapositions et une articulation assez compliquée finalement à décrire, mais au quotidien très naturel. Donc les choses se sont faites et ça a permis d'avoir une approche pour l'agriculture, des productions locales, que ce soit du côté du maraîchage, de l'arboriculture, de l'élevage. Ça a donné des choses très intéressantes avec une bonne valorisation pour nos agriculteurs. Ça a permis aussi de repenser les espaces de service. Alors, il y a encore, bien sûr, beaucoup à faire, mais cette collaboration, elle est évidente pour les citoyens. Se posent, bien sûr, des problématiques de mobilité. Ça, on sait que c'est sans doute là-dessus un problème sur lequel on peut buter. Donc, j'ai voulu vous dire que, comme député, moi, j'ai bien vécu les dernières années, parce que j'ai vu, que la notion de solidarité intercommunale ou de coopération intercommunale, on a un peu abandonné dans le discours, puisqu'on s'est contenté de décrire ce que font les établissements publics, eh bien, je trouve qu'on a été plutôt meilleur. Et j'espère que tout ce que nous pourrons faire sur la transformation de nos structures, les collaborations, les contrats de réciprocité, qui sont des formules intéressantes, mais nous les avons déjà éprouvés dans un parc naturel régional. Ça, c'est extrêmement important, en mettant tout le monde autour de la table dans le cadre d'un syndicat mixte. Et j'ai pu, en étant très actif au sein de la Fédération des parcs naturels régionaux, mesurer cette dimension. Et je tenais à vous le dire, parce que je crois que ça a contribué à une dynamique, et une dynamique qui se vérifie tout le temps, puisque les gens, les élus locaux, veulent adhérer, les populations sont heureuses d'avoir ce label parc, et donc je voulais vous dire cela aussi. Alors c'est sans prétention ce que je viens de vous dire, c'est simplement un message du cœur. Alors j'ai envie de vous dire les cœurs, et puis vous dire que cette journée pour moi était très instructive, intéressante, et qu'il faut réellement travailler dans ce sens-là et essayer de croiser les regards au maximum pour le bien de nos territoires. Merci. Merci. Merci, monsieur le député Emmanuel Mandon, député de la Loire. Alors, deux choses. Est-ce que l'un d'entre vous a envie de rebondir sur ce qui a été dit par ces deux élus? Première question, vous pouvez réfléchir. Et puis, pendant que vous réfléchissez, si éventuellement vous avez quelque chose... vous voulez rebondir sur ce qui vient d'être dit, Pierre Ims? Oui, volontiers, parce qu'on a beaucoup parlé des métropoles ou des intercommunalités ou des grandes agglomérations. Elles intègrent de plus en plus les thématiques, évidemment, des effets du dérèglement climatique.
évidemment, elles travaillent aussi sur les inégalités, elles ont même des politiques sur la jeunesse, y compris même sur des sujets de santé mentale des jeunes, y compris sur des thématiques aussi de solidarité, de politique sociale. Il le faut. La réalité, c'est que les maires, aujourd'hui, ne portent plus beaucoup de compétences, j'en sais quelque chose, mais on devrait voir davantage les bénéfices de la mutualisation, et donc c'est bien dans une gouvernance intégrée, c'est bien lorsque on participe au choix des politiques métropolitaines ou des intercommunalités que chaque petite commune peut ou doit s'y retrouver. Merci, Pierre Ims. Peut-être une question du public, soit le public en ligne, soit vous qui êtes ici dans cette salle à l'hôtel de la C à l'Assemblée nationale, si vous aviez une question à poser à nos intervenants. Oui, madame. Bonjour, Anne-Catherine Gamerdinger, je suis géographe, urbaniste, et je participe également aux travaux d'un collectif qui s'appelle les paysages d'après-pétrole. Et justement, le terme de paysage est un terme que je n'ai pas beaucoup entendu, si ce n'est par saupoudrage, par des actions ponctuelles, quand on a parlé de lotissement, de grands ensembles. Et voilà, c'est une question que je vous pose et sur laquelle j'aimerais que vous rebondissiez sur une vision plus généraliste, plus transversale, plus de mise en réseau, de mise en commun, et également d'enjeux sociaux, sociétaux, de santé, enfin toutes les questions que vous vous êtes posées aujourd'hui. Merci. La question des paysages, est-ce que vous avez... Sandrine Cosra, vous voulez rebondir? Oui, alors je veux bien parce que justement, terre rurale, le sujet des paysages est très présent, surtout au moment où on a lancé la loi d'accélération des énergies renouvelables et où se pose la question d'implanter sur nos territoires. Alors nous, on n'est pas comme dans la Loire-Atlantique sur les sujets des éoliennes, mais on est beaucoup plus sur les champs de photovoltaïque. Et aujourd'hui, ça pose une véritable question et aussi des oppositions. Donc la question, c'est où on met. Donc on dit qu'on privilégie les toits, mais sur un territoire très peu anthropisé, il n'y a pas beaucoup de toits en fait. Quelques hangars agricoles qui émergent, et donc se pose la question aussi de à qui profite. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va. Il y a une partie des paysages qui va être finalement impactée parce qu'on va participer à ce mix énergétique. Mais à qui ça profite? Donc c'est vrai qu'on essaye de... Et là, la planification est extrêmement importante. Et je pense qu'il faut planifier ça de façon assez large et puis créer justement les échanges, la concertation à l'échelle de territoires plus larges. Aujourd'hui, d'ailleurs c'était un des points qu'on avait envisagé d'évoquer dans la table ronde, mais il faudrait que ça puisse profiter. Nous, on est quand même plus partisans déjà d'implantation sur des territoires qui sont sur des terres qui sont publiques et pas des terres privées. Et que, en plus, ces projets soient plutôt proposés aussi aux habitants sur des dispositifs d'autoconsommation. Donc, en fait, l'idée, c'est donc préserver au maximum les paysages, et quand bien même on les impacterait, puisque de toute façon, il va bien falloir poser quelque part. Donc, quand même ouvrir la réflexion sur les bords d'autoroute, sur des endroits peut-être déjà anthropisés, des friches. Donc on est sur ces questions, et là je pense qu'on a besoin de se parler entre territoires et de quantifier qui va faire quoi. Aujourd'hui on a demandé aux territoires de s'exprimer sur ce potentiel. Le retour est très très faible, très très faible. Donc et ça c'est parce que on n'a pas suffisamment défini à qui aussi, comment ça impacterait les paysages et à qui profiteraient les installations. Merci. Pierre Ims, un mot rapidement, parce qu'après il y a une fameuse séquence qui est celle des rapports d'étonnement de ceux qui nous ont écoutés et qui vont nous donner quelques idées. Allez-y. Juste dire, ma voisine a raison. Il faut
il ne faut jamais oublier de consulter la population. Chez nous, le Conseil de développement a travaillé sur l'acceptabilité du nouveau schéma des énergies renouvelables. Et c'est la thématique de la géothermie, ça peut être celle de l'agrovoltaïsme, des éoliennes, l'acceptabilité sociale. Il faut toujours prêter une attention à cet aspect-là de nos politiques publiques. Merci pour cette précision. Monique Poulot, vous voulez dire aussi un mot en conclusion? Oui, c'est vrai qu'on a peu parlé des paysages, je suis d'accord, le mot n'a pas été tellement prononcé. C'était implicite ce matin sur la transition. Oui. Moi, je me posais la question, de toute façon, lorsqu'on parle d'aménité rurale ou naturelle, on est bien aussi dans cette idée de paysage, mais c'est vrai que c'est toujours la question de qu'est-ce qu'un beau paysage, qu'est-ce que l'on met dans la notion de beau paysage, est-ce que les paysages de l'après-pétrole seront les mêmes beaux paysages que les paysages d'aujourd'hui. Ça, c'est vraiment une question qui nous pose aussi la question tout simplement de quel modèle, vers quel modèle on va et quel modèle on veut. Je crois que ça rejoint aussi tout ce qui a été dit sur le PNR. Les parcs naturels régionaux, où là aussi on a cette question des paysages qui est posée. Voilà. Merci. Passons au rapport d'étonnement, c'est cette dernière séquence de cette journée qui est passionnante, puisque ce sont des scientifiques qui ont écouté les 4 tables rondes et qui ont butiné quelques idées, et ça les a sans doute inspirés, et bien, notre chance, c'est qu'ils vont venir nous les restituer. Alors on commence peut-être avec vous, Aurélie Delage. Si